Avez-vous déjà pensé qu'un simple regard évité peut cacher une vérité que tout un village tente d'oublier? En 1932, dans une petite commune de la région du Loir, une jeune domestique de 17 ans franchit le portail d'une grande maison bourgeoise, croyant seulement commencer un travail pour sauver sa famille. Mais ce jour-là, quelque chose d'étrange se passa. Personne n'osa croiser ses yeux. Ni la maîtresse de maison, ni les enfants, ni même les domestiques plus anciens. Et pourtant, des années plus tard, un événement brutal allait révéler pourquoi ce silence pesait autant, et pourquoi la présence de cette jeune fille allait bouleverser l'ordre social de toute la communauté. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatique inspirée de notre réalité, et vous découvrirez vous-même ce que tout le monde refusait de voir en 1932. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à aimer la vidéo et à me dire de quelle ville vous regardez. Ça nous aide à faire vivre ces récits humains et à continuer à raconter des histoires qui portent des leçons réelles, même lorsqu'elles sont dramatisées. Votre soutien permet que ces voix du passé ne soient jamais oubliées. Cette photographie en noir et blanc, prise dans la cour d'une maison bourgeoise de la région du Loir en 1932, cache un secret que personne n'ose regarder en face. Au centre, Madame Hélène Beaumont, veuve d'un industriel textile, pose avec ses deux enfants. À l'extrême droite de l'image, presque coupée par le bord du cadre, se tient une jeune domestique de 17 ans. Son visage est net, mais il y a quelque chose de troublant dans son regard. Tous ceux qui figurent sur cette image semblent fixer l'horizon ou le sol, sauf elle. Elle regarde légèrement de côté comme si elle fixait quelqu'un hors du cadre, avec un mélange de fermeté et de douleur contenue. Personne, dans cette cour, ne semble disposé à croiser son regard. Et si vous restiez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi cette jeune fille au regard fier a changé à jamais la vie de ceux qui refusaient de la voir. Cette jeune fille s'appelle Jeanne Roussel. L'archive municipale de Saint-Martin-du-Loir conserve son acte de naissance daté de 1915, ainsi qu'un autre document bien plus sombre, celui de la mort de son père, François Roussel, en 1929. François était ouvrier dans la petite usine textile de la famille Beaumont, installée au bord de la rivière. Un accident dans cette usine, officiellement qualifié de fatalité, avait tué 3 ouvriers, parmi eux le père de Jeanne. Dans le village, tous murmuraient que les machines n'avaient pas reçu de maintenance, que l'avertissement des travailleurs avait été ignoré. Mais l'enquête avait été étouffée. Le nom de la famille riche pesait plus lourd que la vérité. Et maintenant, 3 ans plus tard, voici Jeanne, la fille de l'homme mort dans leur usine, debout dans leur cour, vêtue d'un tablier simple, les mains croisées devant elle. Mais regardez son regard, dans cette photographie. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Une dignité têtue qui ne correspond pas à la place sociale où on veut la maintenir. Ce jour-là, quand le photographe de la ville est venu immortaliser la nouvelle face de la famille Beaumont, accueillant généreusement une orpheline pauvre, personne ne se doutait que cette image deviendrait un jour le témoignage silencieux d'une injustice que tout le monde voulait oublier. Personne ne savait que cette jeune fille allait bouleverser l'ordre établi de la maison bourgeoise et révéler au grand jour ce que la famille Beaumont avait si soigneusement enterré. Après la mort de son père, Jeanne, sa mère malade et son petit frère de 10 ans avaient dû survivre de faveurs, de travaux saisonniers et de restes de charité. La fillette avait grandi en voyant de loin la grande maison où son père suait chaque jour, cette demeure confortable construite sur le dos des ouvriers. Quand la mère de Jeanne tomba gravement malade, sans argent pour les médicaments dont elle avait désespérément besoin, le curé de la paroisse tenta de résoudre la situation en demandant à Madame Beaumont d'accepter la fille du défunt ouvrier comme domestique interne. Ce serait, comme on disait, un acte de charité chrétienne qui, en même temps, calmerait les rumeurs du village sur la responsabilité de la famille dans l'accident. Les registres paroissiaux conservent la correspondance entre le prêtre et Madame Beaumont, où l'on peut lire entre les lignes cette transaction déguisée en geste généreux. Madame Hélène accepta, mais pas par compassion. Elle vit en Jeanne une opportunité. La voir à l'intérieur de la maison signifiait contrôler ce qu'elle pouvait entendre, voir et surtout dire. La condition était claire,
Bien que jamais écrite, Jeanne aurait un lit, de la nourriture et un salaire minimum, entre 40 et 60 francs par mois comme c'était la norme pour les domestiques à cette époque, à condition qu'elle soit discrète, reconnaissante de la faveur reçue et qu'elle ne mentionne jamais l'accident. C'était un contrat verbal, sans protection légale, comme des centaines d'autres cas similaires documentés dans les archives de la région. Le jour où la jeune fille arriva à la maison Beaumont, elle portait la seule robe convenable qu'elle possédait, celle que sa mère avait lavée et raccommodée la veille malgré la fièvre. Son petit frère, Henri, l'avait accompagnée jusqu'au portail en fer forgé, serrant sa main si fort qu'elle sentait encore la chaleur de ses doigts longtemps après. Quand Madame Colin, la gouvernante, ouvrit la porte de service, Jeanne sentit le poids du silence qui l'attendait, ce silence étouffant qui allait devenir sa compagnie quotidienne. Madame Colin, une femme de 50 ans au visage fatigué, la conduisit jusqu'au grenier où elle dormirait. Une petite chambre sous les combles, avec un lit étroit, une cuvette pour se laver et une fenêtre qui donnait sur la cour. La gouvernante l'orienta d'une voix basse mais ferme. « Regarde devant toi. Ne parle pas si on ne te pose pas de questions. Remercie. Ils ont déjà beaucoup fait pour toi. » Ces mots résonnèrent dans la tête de Jeanne comme une sentence. Beaucoup fait pour elle. Comme si lui donner un emploi effaçait la mort de son père dans leur usine. Comme si 40 francs par mois compensaient 3 ans de misère. Ce premier soir, Jeanne ne dormit pas. Allongée sur le lit étroit, elle pensait à sa mère qui toussait dans leur chambre humide au village, à Henri qui devrait bientôt travailler à 10 ans, parce que son salaire ne suffirait jamais. Elle pensait à son père, à ses mains calleuses, à ses histoires sur l'usine. Papa lui racontait les passages secrets, les portes latérales que seuls les ouvriers connaissaient, les poutres fragiles qu'il fallait éviter. Il ne savait pas qu'un jour, ces histoires sauveraient des vies. Mais cette nuit-là, Jeanne ne le savait pas encore non plus. Le lendemain matin, elle se réveilla avant l'aube. 5 heures, le froid du grenier la fit frissonner. Elle descendit l'escalier de service en silence, entra dans la grande cuisine où Madame Colin préparait déjà le petit déjeuner de la famille. La gouvernante lui montra ses tâches. Allumer le fourneau à charbon, faire bouillir l'eau, préparer le café dans la porcelaine fine, celle qui avait été achetée avec les bénéfices de l'usine où son père était mort. Jeanne serra les dents. Chaque geste était une trahison à la mémoire de son père. Chaque tasse servie était une humiliation avalée. Mais refuser aurait signifié condamner sa mère et son frère à une misère encore plus grande. Il n'y avait pas de bon choix, seulement la survie. Quand la famille descendit pour le petit déjeuner, Jeanne les vit pour la première fois de près. Paul, le fils aîné de 16 ans, grand et maigre, avec des yeux qui fuyaient constamment. Il était à l'usine le jour de l'accident. Il avait entendu les ouvriers avertir son père que les machines n'étaient pas sûres, mais il n'avait rien dit. Maintenant, chaque fois que Jeanne passait avec le plateau, il détournait le regard, préférant feindre l'indifférence plutôt que d'affronter la vérité. Marianne, la fille cadette de 12 ans, était la seule qui tentait parfois de la regarder, curieuse, mais sa mère la coupait d'un simple regard réprobateur. Et puis il y avait Madame Hélène Beaumont elle-même. Assise à la table, droite comme un i, elle parlait de la météo, des récoltes, des nouvelles de Paris. Elle parlait de tout sauf de l'éléphant dans la pièce, la fille de l'homme mort dans son usine qui leur servait maintenant le café. Quand Jeanne posa la tasse devant elle, Madame Beaumont dit merci sans lever les yeux. Un merci poli, éduqué, vide. Le genre de merci qu'on donne à un meuble qui aurait soudainement pris vie. Mais ce qui dévora Jeanne ce matin-là, ce ne fut pas le merci creux. Ce fut le petit déjeuner lui-même. Du pain frais, du beurre, de la confiture, du café au lait. Elle mangeait mieux ici, debout dans la cuisine, que sa propre famille n'avait mangé depuis des mois. Pendant qu'elle avalait son pain en vitesse, elle pensait à Henri qui se contenterait de pain sec et d'eau. Cette culpabilité impossible la rongeait de l'intérieur. Elle servait ceux qui avaient tué son père et elle mangeait mieux grâce à eux. Comment pouvait-elle vivre avec cette contradiction? Les jours suivants établirent la routine. Se lever à 5 heures, allumer le fourneau, préparer le petit déjeuner, servir la famille, nettoyer, laver le linge dans de grandes bassines avec du savon fait maison.
frotter le sol de pierre froide, préparer le déjeuner, servir, nettoyer encore, préparer le dîner, servir, nettoyer une dernière fois, monter au grenier, s'effondrer sur le lit, et recommencer. Chaque tâche effectuée en silence, chaque repas pris debout, chaque conversation qui s'arrêtait quand elle entrait dans une pièce, l'invisibilité comme punition quotidienne. Un dimanche, le curé prononça un sermon sur la charité chrétienne. Il regarda Madame Beaumont assise au premier rang et parla de la générosité des âmes nobles qui accueillent les orphelins. Jeanne, debout au fond de l'église comme le faisaient tous les domestiques, serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Charité. Ils appelaient ça charité. Donner un emploi mal payé à la fille de l'homme qu'ils avaient laissé mourir. C'était du silence acheté, pas de la charité. Mais il y avait quelque chose en Jeanne que personne dans cette maison n'avait prévu. Une dignité têtue qui refusait de s'éteindre. Chaque fois que quelqu'un détournait le regard, elle les fixait plus longtemps. Chaque fois qu'on lui parlait sans la regarder, elle répondait en les regardant droit dans les yeux. Elle n'allait pas leur faciliter la tâche. Si elle devait être un rappel vivant de leur culpabilité, alors qu'il en soit ainsi. Elle ne baisserait pas les yeux. Les premières semaines à la maison Beaumont révélèrent à Jeanne un monde qu'elle n'avait connu que de l'extérieur. Un monde où le confort était construit sur le dos de ceux qui travaillaient dans l'ombre. La France de 1932 était marquée par ces petites usines familiales où les accidents étaient fréquents et les enquêtes rares. Les archives régionales montrent que 47 accidents mortels ont été recensés dans les usines textiles du Loir entre 1928 et 1933. Et la plupart des rapports se terminaient par le mot « fatalité », comme si la mort des ouvriers était une conséquence inévitable du progrès. Mais pour Jeanne, ces chiffres avaient un visage, un nom, une voix. François Roussel, son père, l'homme qui rentrait chaque soir avec de la poussière de coton dans les cheveux et qui, malgré l'épuisement des 12 heures de travail, prenait le temps de lui raconter des histoires. Il lui parlait de l'usine comme si c'était un château avec des passages secrets. Ici, il y a une porte latérale que personne n'utilise. Là, une poutre est fissurée, il faut faire attention. Ces détails semblaient insignifiants à l'époque. Jeanne ne savait pas que son père lui donnait une carte au trésor qui sauverait un jour des vies. Un matin, alors qu'elle nettoyait la bibliothèque, Jeanne entendit une conversation entre Madame Hélène et une visiteuse. « C'est un inconvénient nécessaire », disait la veuve. Au moins, comme ça, elle reste tranquille. Ces mots transpercèrent Jeanne comme une lame. Un inconvénient nécessaire. C'était donc ça qu'elle était. Pas une employée, pas même une personne. Juste un problème à gérer. Une conscience à acheter avec 40 francs par mois et un lit dans le grenier. Cette nuit-là, quand elle monta dans sa chambre, Jeanne s'autorisa enfin à pleurer. Mais silencieusement, la tête enfouie dans l'oreiller fin, pour que personne ne l'entende. Pleurer, c'était montrer de la faiblesse. Et dans cette maison, la faiblesse serait utilisée contre elle. Elle devait rester forte, impassible, digne. Même si cela la tuait de l'intérieur. Le seul réconfort venait de moments inattendus. Antoine, le jardinier, un veuf de 60 ans qui avait perdu son fils pendant la Grande Guerre, laissait parfois des pommes sur le muret près du portail. Il ne le disait jamais, mais Jeanne savait que c'était pour Henri, son petit frère, qui passait par là en revenant de l'école. Ces pommes oubliées étaient un acte de gentillesse silencieux dans un monde de cruauté polie. Antoine aussi avait connu la perte. Il reconnaissait la douleur dans les yeux de Jeanne parce qu'il la voyait chaque matin dans son propre reflet. Madame Colin, la gouvernante, était une autre histoire. Rigide, exigeante, elle ne tolérait aucune erreur. Mais un jour, alors que Jeanne tentait de faire durer le savon comme elle pouvait, la gouvernante s'approcha et lui montra un truc. « Tu le râpes finement et tu le mélanges avec de l'eau chaude. Ça durera 2 fois plus longtemps. » C'était un geste pratique, sans émotion apparente. Mais quelques jours plus tard, quand Jeanne réussit parfaitement à organiser l'armoire à linge, Madame Colin murmura quelque chose qui ressemblait à un compliment. « Ta mère serait fière de voir comment tu travailles. » C'était le seul éloge que Jeanne avait reçu depuis son arrivée, et il valait plus que tous les merci vides de Madame Beaumont. Mais les moments difficiles étaient plus nombreux. Un dimanche après-midi, Jeanne eut la permission de rendre visite à sa mère.
Quand elle arriva dans la petite chambre humide qu'elle louait au village, elle trouva sa mère en pleine crise de fièvre. Dans son délire, la femme malade cria des choses terribles. « Pourquoi tu sers ceux qui ont tué ton père? Tu nous trahis, Jeanne. Tu les sers comme une chienne. » Ces mots, même prononcés dans la fièvre, frappèrent Jeanne au cœur. Sa propre mère la voyait comme une traîtresse. Mais que pouvait-elle faire? Refuser cet emploi et les regarder mourir de faim. Accepter et vivre avec la culpabilité. Henri, son petit frère, était assis dans un coin de la pièce, silencieux. À 10 ans, il avait déjà les yeux d'un adulte fatigué. Jeanne lui donna la moitié de son salaire, gardant juste assez pour acheter du savon et un peu de fil pour raccommoder ses vêtements. Henri prit l'argent sans un mot, mais il serra sa main avant qu'elle parte. Ce geste simple disait tout. « Je comprends. Je ne te juge pas. Continue. » De retour à la maison Beaumont, Jeanne croisa Paul dans le couloir. Pour la première fois, il ne détourna pas immédiatement le regard. Il y eut un moment, très bref, où leurs yeux se rencontrèrent. Dans ce regard, Jeanne vit ce qu'elle cherchait depuis son arrivée. De la culpabilité. Paul savait. Il était à l'usine le 14 mars 1929, quand les ouvriers avaient averti le contremaître que les machines vibraient anormalement. Il avait entendu son propre père, Monsieur Beaumont alors encore vivant, dire que la maintenance attendrait la fin de la saison. 3 jours plus tard, une courroie s'était brisée, une poulie s'était détachée, et 3 hommes étaient morts écrasés. Paul avait 16 ans maintenant, presque un homme, mais il était toujours le fils obéissant, celui qui avait peur de décevoir sa mère, peur de perdre son héritage. Sa culpabilité s'était transformée en indifférence forcée, parce que c'était plus facile qu'affronter la vérité. Marianne, elle, était différente. La petite de 12 ans observait Jeanne avec une curiosité grandissante. Au début, elle avait imité sa mère, traitant la domestique avec froideur, voulant être une vraie demoiselle de famille. Mais quelque chose changeait. Un jour, alors que Jeanne nettoyait le salon, Marianne entra avec un livre. Elle le posa sur une chaise et sortit sans un mot. Plus tard, quand Jeanne monta au grenier, elle découvrit que quelqu'un avait laissé le même livre sur son lit. Les Misérables de Victor Hugo. Un message silencieux. Marianne commençait à comprendre. Les mois passèrent. L'automne 1932 céda la place à l'hiver rigoureux. Le grenier était glacial la nuit, et Jeanne dormait avec tous ses vêtements sur elle. Mais elle tenait bon. Elle apprenait. Elle observait. Elle découvrait qu'elle avait une mémoire exceptionnelle pour l'organisation, qu'elle pouvait gérer les stocks de la maison mieux que Madame Colin elle-même. Elle apprenait à lire de mieux en mieux grâce aux livres que Marianne continuait à lui prêter en secret. Elle devenait plus forte, plus compétente, plus indépendable. Mais cette force avait un prix. Les autres domestiques, les 2 femmes plus âgées qui travaillaient là depuis des années, commencèrent à lui en vouloir. La favoriser, elle l'appelait entre elles. « Regardez comme madame lui donne un meilleur tablier. Regardez comme elle mange mieux que nous. » Ces jalousies mesquines blessaient Jeanne plus qu'elle ne voulait l'admettre. Même parmi les exploités, il y avait une hiérarchie de ressentiment. Et puis il y avait les commérages du village. Quand Jeanne allait acheter du pain le dimanche, elle entendait les murmures. « C'est la fille de François, celle qui travaille maintenant chez les Beaumont. Elle a de la chance, tu ne trouves pas? Un toit sur la tête, des vêtements propres. Mieux que de finir dans la rue. » Ces remarques la rendaient folle de rage. De la chance. Ils appelaient ça de la chance. Servir la famille qui avait causé la mort de son père. Dormir dans le même grenier froid où d'autres domestiques avant elle avaient pleuré en silence. C'était de la survie, pas de la chance. Mais Jeanne gardait ses pensées pour elle. Elle avait appris à construire des murs autour de ses émotions. Quand d'autres jeunes filles du village essayaient de lui parler avec pitié, elle répondait avec froideur, presque cruauté. Elle préférait être vue comme orgueilleuse, plutôt que comme victime. La pitié était insupportable. L'indifférence était plus facile à vivre. Un soir de décembre, alors qu'elle préparait le dîner, Madame Hélène entra dans la cuisine. C'était rare. La maîtresse de maison ne descendait jamais dans les quartiers des domestiques. Elle resta là, silencieuse, regardant Jeanne éplucher les pommes de terre. Finalement,
Elle parla. « Tu fais du bon travail, Jeanne. Ta mère doit être fière. » Ces mots sonnaient faux, comme une pièce de monnaie contrefaite. Jeanne leva les yeux et, pour la première fois depuis son arrivée, elle regarda Madame Beaumont directement dans les yeux sans baisser le regard. Madame Hélène se figea. Dans ce regard, elle vit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Pas de la haine, pas de la colère, juste une dignité tranquille et implacable. La dignité de quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle vaut, indépendamment du salaire qu'on lui donne ou du grenier où on la fait dormir. Ce regard déstabilisa la veuve. Elle quitta la cuisine rapidement, troublée. Cette nuit-là, Madame Hélène ne dormit pas. Pour la première fois en 3 ans, elle repensa à l'accident. Elle se souvenait du jour où le contremaître était venu annoncer la nouvelle. 3 morts, madame. Elle se souvenait d'avoir demandé combien cela coûterait de régler les familles, discrètement. Elle se souvenait de la décision de son défunt mari de ne rien faire, de laisser l'enquête s'étouffer d'elle-même. Et elle se souvenait d'avoir été d'accord, parce que c'était plus pratique, moins cher, moins compliqué. À 3 heures du matin, Madame Hélène se réveilla en sueur, le cœur battant. Pour la première fois, elle se demanda si accepter Jeanne dans sa maison avait été la bonne décision, parce que la présence silencieuse de cette jeune fille était un rappel constant d'une faute qu'elle n'avait jamais eu le courage d'affronter. L'hiver 1932 s'installait sur la région du Loir, avec une rigueur que les anciens du village n'avaient pas vue depuis des décennies. Les températures chutaient chaque nuit et le fleuve commençait à charrier des plaques de glace. Dans la maison Beaumont, on allumait les cheminées dans toutes les pièces, sauf au grenier où dormait Jeanne. Elle se réveillait chaque matin avec les doigts engourdis, le souffle visible dans l'air glacial, mais elle ne se plaignait jamais. Se plaindre aurait été admettre qu'elle avait besoin d'eux, et elle refusait de leur donner cette satisfaction. Mais quelque chose changeait dans la dynamique de la maison. Paul commençait à agir étrangement. Un matin, Jeanne trouva un livre dans la cuisine, posé sur la table où elle prenait son petit déjeuner debout. De la poésie de Rimbaud. Pas le genre de lecture qu'on laisse par hasard dans une cuisine. Le lendemain, un autre livre, puis un 3e. Paul n'en parlait jamais, ne la regardait toujours pas dans les yeux, mais ces livres étaient des excuses silencieuses. Des tentatives maladroites de combler un gouffre creusé par 3 ans de silence coupable. Marianne, elle, était devenue plus audacieuse. Un soir, alors que Jeanne montait au grenier après avoir nettoyé la cuisine, elle entendit des pas légers derrière elle. La petite de 12 ans la suivait dans l'escalier de service. Quand Jeanne se retourna, Marianne tenait un châle de laine. « Il fait froid là-haut », dit-elle simplement. « Maman ne le remarquera pas si tu le prends. » Ce n'était pas grand-chose, juste un bout de tissu, mais c'était la première fois que quelqu'un de la famille reconnaissait ouvertement que Jeanne souffrait du froid. C'était le premier acte de désobéissance de Marianne envers les règles tacites de la maison. Pendant ce temps, la santé de la mère de Jeanne continuait de se détériorer. Chaque dimanche, lors de sa visite, Jeanne trouvait sa mère un peu plus maigre, un peu plus pâle. La tuberculose était la principale cause de mortalité chez les familles ouvrières à cette époque, et les remèdes coûtaient plus cher que ce que 3 mois de salaire de Jeanne pouvaient acheter. Le recensement de 1931 montrait que 23% des familles ouvrières vivaient dans des logements insalubres, exactement comme la chambre humide où la mère de Jeanne toussait chaque nuit. Henri, maintenant âgé de 10 ans, avait commencé à travailler. Pas légalement, bien sûr, mais les familles pauvres n'avaient pas le luxe de respecter les lois sur le travail des enfants. Il portait des sacs au marché, nettoyait les écuries, faisait tout ce qu'on lui demandait pour gagner quelques sous. Quand Jeanne le voyait, elle ne reconnaissait plus le petit garçon qui riait autrefois. Il avait les yeux vieux, fatigués, de quelqu'un qui a compris trop tôt que la vie n'était pas juste. Un dimanche de fin novembre, alors que Jeanne rentrait de sa visite au village, elle croisa Monsieur Gaspard, le vieil ouvrier qui tenait maintenant un petit bar près de la place. Il avait travaillé avec son père dans l'usine Beaumont pendant 20 ans, avant de partir pour ouvrir son commerce. Quand il vit Jeanne, il s'arrêta et la regarda longuement. « Comment va ta mère, petite ?» Jeanne répondit que sa mère luttait. Le vieil homme hocha la tête tristement. « Ton père était un bon homme. Il nous avait tous prévenus ce jour-là. Il disait que les machines n'étaient pas sûres, mais personne n'a écouté.
Ces mots confirmaient ce que Jeanne avait toujours su, mais les entendre de la bouche de quelqu'un qui était là ce jour-là rendait tout plus réel, plus douloureux. De retour à la maison Beaumont, Jeanne entra par la porte de service et tomba directement sur une conversation qu'elle n'aurait pas dû entendre. Madame Hélène parlait avec le curé dans le salon. La porte était entrebâillée. « J'ai fait ce que vous m'aviez demandé, père. Je l'ai prise chez moi. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. » Elle nous regarde comme si elle savait quelque chose. Le curé répondit d'une voix apaisante. « Elle ne sait rien que tout le village ne sache déjà, madame. Et tant qu'elle travaille pour vous, elle ne dira rien. C'est une question de survie pour elle et sa famille. Vous avez acheté son silence en quelque sorte. » Acheter son silence. Ces mots résonnèrent dans la tête de Jeanne comme une cloche qui sonne le glas. C'était donc ça. Il pensait qu'avec 40 francs par mois et un lit dans le grenier, ils avaient acheté son droit de parler, sa capacité à témoigner de ce qui s'était vraiment passé ce jour de mars 1929. Ils pensaient l'avoir domestiquée, transformée en complice silencieuse de leur mensonge collectif. Cette nuit-là, quelque chose se brisa en Jeanne. Non pas son courage, mais sa dernière illusion. Elle avait espéré quelque part au fond d'elle-même que peut-être Madame Beaumont ressentait un peu de remords, un soupçon de culpabilité. Mais non, c'était juste du calcul. Un problème résolu par une transaction. Une conscience achetée au prix d'un salaire de misère. Les jours suivants furent les plus durs. Jeanne fit son travail mécaniquement, son visage un masque impassible. Mais à l'intérieur, quelque chose mijotait. Une rage froide, contrôlée, dangereuse. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester dans cette maison indéfiniment. Elle commença à économiser plus rigoureusement. Chaque sou qui ne servait pas immédiatement à sa mère et à Henri était caché dans une petite boîte, sous une latte du plancher de sa chambre. Elle se renseigna discrètement sur la coopérative textile de Tours, un nouveau type d'usine où les travailleurs avaient leur mot à dire dans les décisions. C'était loin, c'était risqué, mais c'était une porte de sortie possible. Début décembre, un événement changea tout. La vieille usine Beaumont, celle qui avait été fermée après l'accident de 1929, était maintenant désaffectée. Les enfants du village avaient pris l'habitude d'y jouer, malgré les avertissements des parents. Le bâtiment était devenu leur terrain d'aventure secret, avec ses couloirs sombres et ses machines silencieuses couvertes de rouille. Un après-midi, alors que Jeanne préparait le dîner, elle entendit un grondement lointain. Le ciel s'assombrissait rapidement, et des nuages noirs s'amoncelaient au-dessus de la vallée. Le curé avait raison de dire à la messe du matin que l'orage qui s'annonçait serait le pire depuis des années. En effet, vers 17 heures, le déluge commença. Une pluie violente, accompagnée de vent qui faisait trembler les vitres de la maison Beaumont. Puis, vers 18 heures, alors que la nuit tombait, on entendit des cris d'enfants, aigus, paniqués. Toute la maisonnée se précipita vers les fenêtres. Dans la cour, un homme courait en direction de la maison, trempé jusqu'aux os. Une partie du toit de l'ancienne usine s'est effondrée. Il y a des enfants coincés à l'intérieur. Le temps sembla se figer. Madame Hélène porta la main à sa bouche. Paul pâlit instantanément. Marianne se mit à pleurer. Madame Colin chercha des lampes. Antoine, le jardinier, était déjà sorti en courant. Et Jeanne. Jeanne sentit quelque chose d'étrange se produire dans sa poitrine. Une certitude absolue. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Sans un mot, elle ôta son tablier et se précipita vers la porte. Madame Colin cria « Jeanne, où vas-tu » Mais Jeanne ne répondit pas. Elle était déjà dehors, courant pieds nus dans la boue froide, vers l'ancienne usine. Le bâtiment où son père était mort. Le bâtiment dont elle connaissait chaque couloir, chaque issue, chaque recoin, grâce aux histoires que François lui racontait avant de dormir. Quand elle arriva sur place, toute la ville semblait s'être rassemblée. Des parents criaient les noms de leurs enfants. Des hommes hésitaient devant l'entrée principale, craignant que toute la structure ne s'effondre. Paul était là aussi, debout devant la porte, le visage tordu par l'angoisse. Il voulait entrer. On le voyait. Mais la peur le paralysait. Jeanne passa devant lui sans s'arrêter. Elle se dirigea vers le côté du bâtiment, là où son père lui avait dit qu'il y avait une porte latérale,
celle que seuls les ouvriers connaissaient. La porte des travailleurs, Jeanne, celle que les patrons n'utilisent jamais. C'est toujours la plus sûre parce que c'est celle qui donne directement sur les escaliers de secours. Elle trouva la porte, à moitié cachée par des ronces. Elle était rouillée, mais pas verrouillée. Jeanne la poussa de toutes ses forces et elle céda. L'obscurité à l'intérieur était totale, mais elle n'hésita pas. Elle entra. Derrière elle, sur la place, le silence tomba. Tous ceux qui regardaient venaient de voir une jeune domestique de 17 ans disparaître dans un bâtiment en train de s'effondrer. Madame Hélène, qui venait d'arriver enveloppée dans son manteau de fourrure, porta les mains à son cœur. Le curé murmura une prière. Marianne agrippa le bras de sa mère si fort qu'elle lui fit mal. Et Paul sentit quelque chose se briser en lui. Cette fille, la fille de l'homme mort dans leur usine, venait de faire ce que lui n'avait pas eu le courage de faire. À l'intérieur de l'usine désaffectée, l'obscurité était presque totale. Seuls quelques rayons de lumière perçaient à travers les trous du toit effondré, créant des colonnes de poussière argentée dans l'air épais. Jeanne avançait prudemment, ses pieds nus sur le sol jonché de débris. Elle entendait les pleurs des enfants quelque part plus loin. « Restez où vous êtes !» cria-t-elle. « Je viens vous chercher. Ne bougez pas. » Sa voix calme eut un effet immédiat. Les cris paniqués se transformèrent en sanglots contrôlés. Il y avait de l'espoir maintenant. Quelqu'un était venu. Jeanne avançait en se souvenant des descriptions de son père. Après la porte latérale, il y a un couloir étroit. Au bout du couloir, l'escalier descend vers l'atelier principal. Attention à la 3e marche, elle est instable. Chaque mot de François revenait maintenant avec une clarté parfaite. C'était comme s'il était là, guidant sa fille à travers le bâtiment qui l'avait tuée. Elle trouva les enfants dans l'ancien atelier principal, coincés sous une poutre qui avait cédé mais qui était retenue par une pile de vieilles caisses. 5 enfants. Le plus jeune avait 6 ans, le plus âgé 12. Ils étaient terrorisés mais apparemment indemnes. La petite de 6 ans pleurait doucement. Jeanne s'agenouilla devant elle et lui caressa les cheveux. « Comment tu t'appelles ?»« Sophie », répondit l'enfant entre 2 sanglots. « Eh bien, Sophie, je vais te sortir d'ici, toi et tous tes amis. Mais il faut que tu sois courageuse, d'accord ?» L'enfant hocha la tête. Jeanne examina la situation. La poutre pouvait s'effondrer complètement à tout moment. Il fallait faire sortir les enfants un par un, rapidement mais sans panique. Elle connaissait le chemin. La sortie latérale que son père lui avait décrite était à moins de 20 mètres. Mais ces 20 mètres devaient être parcourus dans l'obscurité, en évitant les débris avec des enfants terrifiés. Jeanne prit la main de Sophie. « Viens avec moi. Les autres, restez ici. Je reviens vous chercher un par un. Ne vous inquiétez pas. » Elle guida la petite fille à travers le couloir sombre, évitant instinctivement les zones où son père lui avait dit que le plancher était fragile. Quand elles atteignirent la porte latérale, un cri monta de la foule dehors. Elle les a trouvés. Elle sort. Jeanne remit Sophie à sa mère qui sanglotait, puis retourna immédiatement dans le bâtiment. 4 fois elle fit ce voyage. 4 fois elle traversa l'obscurité, guidant un enfant terrifié vers la lumière et la sécurité. À chaque passage, la structure grinçait de façon plus inquiétante. À chaque passage, la foule retenait son souffle. Et à chaque passage, Madame Hélène, debout à l'écart de la foule, sentait quelque chose d'étrange se produire en elle. Une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. De la honte. De la vraie honte. Au dernier voyage, alors que Jeanne guidait le 5e enfant, une poutre céda avec un craquement terrible. Jeanne poussa l'enfant en avant et se jeta au sol, couvrant la tête du garçon avec ses bras. Des débris tombèrent autour d'eux, la poussière les enveloppa. Mais quand le bruit cessa, ils étaient vivants. Jeanne se releva difficilement, tira le garçon par la main, et ils coururent vers la sortie. Quand elle émergea de l'usine pour la dernière fois, tenant la main du 5e enfant, la foule explosa en acclamations. Mais Jeanne ne les entendait pas. Elle était couverte de poussière grise, une coupure à la tempe saignait légèrement. Ses pieds nus étaient écorchés et couverts de boue. Elle chancela et faillit tomber. Paul se précipita en avant, ôta son manteau,
et le posa sur ses épaules. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans sa maison, il la regarda dans les yeux. Pas avec indifférence forcée, avec quelque chose qui ressemblait à de la révérence mêlée de honte. Les parents des enfants se pressèrent autour de Jeanne, la remerciant, pleurant, essayant de toucher sa main, son bras, comme si elle était une sainte. Mais c'est à ce moment précis, dans ce chaos de gratitude et de soulagement, que M. Gaspard, le vieil ouvrier au bar, fendit la foule. Il regarda Jeanne puis se tourna vers Madame Hélène qui se tenait à l'écart, et sa voix s'éleva, claire et forte, au-dessus du tumulte. C'est la fille de François Roussel. Il est mort là-dedans il y a 3 ans. Et maintenant, c'est elle qui sauve les enfants que l'usine a failli reprendre. Le silence qui suivit ces mots fut absolu. Ce n'était plus le silence de la convenance, celui qui étouffait la vérité depuis 3 ans. C'était le silence de la compréhension soudaine. Tous ceux qui étaient présents sur cette place, tous ceux qui avaient murmuré pendant des années que Jeanne avait de la chance d'avoir été accueillie par la famille Beaumont, tous ceux qui avaient parlé de charité chrétienne et de générosité, tous comprenaient maintenant la terrible ironie de la situation. La fille de l'homme mort dans cette usine, à cause de la négligence de cette famille, venait de risquer sa vie pour sauver 5 enfants. Pendant que le fils de la famille Beaumont hésitait dehors, paralysé par la peur, c'était elle, la domestique, l'orpheline, celle qu'on payait 40 francs par mois pour son silence, qui avait eu le courage d'entrer. Les mères des enfants sauvés se tournèrent vers Jeanne avec des yeux nouveaux. Ce n'était plus la domestique de la maison Beaumont. C'était Jeanne Roussel, la fille de François, l'héroïne qui avait sauvé leurs enfants. Le curé, qui prêchait la charité chaque dimanche, baissa la tête, incapable de soutenir le regard de quiconque. Il venait de réaliser que ses sermons sur la générosité de Madame Beaumont sonnaient maintenant comme une obscénité. Madame Hélène se tenait immobile, entre la foule et sa propre famille. Elle voulait dire quelque chose, n'importe quoi. Merci, peut-être, ou vous êtes courageuse. Mais chaque mot qui lui venait à l'esprit sonnait faux, obscène même. Comment remercie-t-on quelqu'un d'avoir risqué sa vie pour sauver des enfants, quand on sait qu'on a volé à cette personne son propre père? Pour la première fois en 3 ans, Madame Hélène Beaumont n'avait aucun contrôle sur la narration. La vérité était là, exposée au grand jour, devant tout le village. Marianne se dégagea de l'emprise de sa mère et courut vers Jeanne. La petite de 12 ans, qui avait passé des mois à essayer de devenir une vraie demoiselle de famille en imitant la froideur de sa mère, se jeta dans les bras de Jeanne et sanglota. « Pardon, pardon, pardon ». Elle ne pleurait pas pour l'accident, elle était trop jeune pour s'en souvenir. Elle pleurait pour les mois de silence, pour les regards détournés, pour avoir fait semblant que Jeanne était invisible. Elle pleurait parce qu'elle venait de comprendre ce que signifiait vraiment la dignité. Jeanne, encore tremblante, posa une main sur la tête de Marianne. Elle ne souriait pas. Ce n'était pas le moment pour des sourires faciles. Mais dans ce geste, il y avait quelque chose. Du pardon, peut-être. Ou simplement de la reconnaissance. La reconnaissance que le sort avait changé. Qu'elle n'était plus la domestique qui devait de la gratitude. Elle était la femme qui avait sauvé 5 vies, pendant que l'élite hésitait dans la boue. Antoine, le vieux jardinier, s'approcha et lui tendit une gourde d'eau. « Bois, petite. Tu as fait ce qu'aucun de nous n'aurait eu le courage de faire. » Madame Colin, la gouvernante rigide, avait les yeux rougis. Elle ne dit rien, mais elle prit le châle qu'elle portait et le mit autour des épaules de Jeanne par-dessus le manteau de Paul. C'était un geste simple, mais il signifiait quelque chose. Pour la première fois, quelqu'un dans cette maison la traitait non pas comme une employée, mais comme un être humain qui méritait du réconfort. Dans les jours qui suivirent cette nuit de décembre 1932, quelque chose changea dans la maison Beaumont. Ce n'était pas spectaculaire. Il n'y eut pas de confrontation dramatique, pas d'excuses formelles, pas de grands moments de réconciliation. Mais les petites choses changèrent. Paul commença à parler à Jeanne. Des conversations maladroites au début, cherchant les mots justes. Il lui apporta tous les livres de la bibliothèque qu'il pensait qu'elle aimerait. Il lui raconta des choses qu'il n'avait jamais osé dire à personne, qu'il avait fait des cauchemars pendant des mois après l'accident, qu'il entendait encore les cris des hommes, qu'il n'avait jamais trouvé le courage de dire à sa mère que oui,
Il y avait eu des avertissements. Et oui, ils avaient été ignorés. Marianne devint l'amie de Jeanne. Pas sa maîtresse et sa domestique. Son amie. Elle venait dans la cuisine pendant que Jeanne travaillait, et elle parlait. De livres, de rêves, de la vie. Marianne demanda à Jeanne de lui raconter des histoires sur son père. Et Jeanne, pour la première fois depuis sa mort, put parler de François sans sentir un poids étouffant sur sa poitrine. Elle raconta comment il riait, comment il chantait en rentrant du travail malgré la fatigue, comment il inventait des histoires pour l'endormir. Le curé changea ses sermons. Il ne parlait plus de charité condescendante. Il parlait de justice, de la responsabilité des puissants envers les faibles, de la dignité inhérente de chaque personne, indépendamment de sa classe sociale. Certains paroissiens se demandèrent ce qui avait provoqué ce changement. Mais ceux qui étaient présents cette nuit de décembre savaient exactement ce qui s'était passé. Ils avaient vu une jeune fille de 17 ans leur montrer ce que signifiait vraiment le courage. Et Madame Hélène essaya de réparer à sa manière. Elle offrit à Jeanne une meilleure chambre, un salaire plus élevé, des jours de congé supplémentaires. Jeanne accepta ce qui était juste, ce qui améliorerait vraiment sa vie et celle de sa famille. Mais elle refusa ce qui ressemblait à de la culpabilité déguisée en générosité. Elle n'avait pas besoin de cadeaux. Elle avait besoin de respect, et maintenant, enfin, elle l'avait. Les mois qui suivirent cette nuit de décembre transformèrent lentement mais sûrement la maison Beaumont. Ce n'était pas une révolution. C'était quelque chose de plus subtil et peut-être de plus durable. Une évolution des consciences, grain par grain, jour après jour. Jeanne continuait son travail, mais elle n'était plus invisible. Quand elle entrait dans une pièce, les conversations ne s'arrêtaient plus. Quand elle parlait, on l'écoutait. Ce respect n'était pas donné par charité. Il avait été gagné cette nuit où elle était entrée dans un bâtiment en train de s'effondrer pendant que les autres hésitaient dehors. Au village, les commérages changèrent de nature. Ce n'était plus la fille de François qui avait de la chance d'être accueillie. C'était Jeanne Roussel, celle qui avait sauvé les enfants de Gaspard, de Marie, de Lucien. Les mères dont les enfants avaient été sauvés venaient parfois à la maison Beaumont, non pas pour voir Madame Hélène, mais pour apporter de petits cadeaux à Jeanne. Du pain frais, un pot de confiture, une écharpe tricotée. Ces gestes simples disaient ce que les mots ne pouvaient pas exprimer. De la gratitude, du respect, de la reconnaissance. La santé de la mère de Jeanne s'améliora légèrement. Non pas à cause d'un miracle, mais parce que le nouveau salaire permettait enfin d'acheter les médicaments nécessaires. Ce n'était pas grand-chose, juste un peu de répit avant l'inévitable. Mais ces mois supplémentaires comptaient. Chaque jour ensemble était un cadeau. Henri, le petit frère, put réduire ses heures de travail et retourner à l'école quelques matinées par semaine. C'était loin d'être une vie facile, mais c'était mieux, un peu mieux. Et parfois, un peu mieux était tout ce qu'on pouvait espérer. Jeanne continuait à économiser. Chaque franc supplémentaire allait dans la petite boîte sous la latte du plancher. Elle avait un plan maintenant, un plan concret. La coopérative textile de Tours cherchait des travailleurs qualifiés. C'était un nouveau type d'organisation, où les ouvriers avaient leur mot à dire dans les décisions, où les salaires étaient équitables, où la sécurité n'était pas négociable. Ce mouvement coopératif commençait à se développer dans toute la France au début des années 1930, une réponse directe aux abus des usines familiales traditionnelles. En 1933, la mère de Jeanne mourut. Elle s'éteignit doucement dans son sommeil, une nuit de printemps. Jeanne était à son chevet, tenant sa main. Les derniers mots de sa mère ne furent pas des reproches, pas de colère pour avoir servi la famille qui avait causé la mort de François. Juste un murmure. « Tu es forte, ma fille, plus forte que je ne l'ai jamais été. Vis bien. » Ces mots accompagnèrent Jeanne pendant tout le reste de sa vie. Après la mort de sa mère, Jeanne resta encore 2 ans à la maison Beaumont. Pas par obligation mais par choix. Elle voulait s'assurer qu'Henri, maintenant adolescent de 13 ans, serait stable avant de partir. Elle continua à économiser, à apprendre, à se préparer pour le jour où elle franchirait enfin ce portail en fer forgé pour la dernière fois. Ce jour arriva en mars 1935, 3 ans après son arrivée. Jeanne avait 20 ans maintenant.
Elle n'était plus la jeune fille maigre et terrorisée qui était arrivée avec une seule robe convenable. Elle était devenue une femme forte, compétente, sûre de sa propre valeur. Quand elle annonça son départ à Madame Hélène, la veuve ne fut pas surprise. Elle savait que ce jour viendrait. Elle avait vu Jeanne se transformer, se fortifier, se préparer pour autre chose. Le matin de son départ, toute la maisonnée se rassembla dans la cour. Celle-là même où la photographie avait été prise 3 ans plus tôt. Madame Colin, la gouvernante, lui donna un panier de provisions pour le voyage. Antoine, le jardinier, lui offrit une petite bourse avec quelques pièces économisées. « Ce n'est pas grand-chose, dit-il, mais c'est donné de bon cœur. » Paul lui tendit un sac rempli de livres. « Pour continuer à apprendre, dit-il simplement. » Et Marianne. Marianne, maintenant une jeune fille de 15 ans, serra Jeanne dans ses bras et pleura. « Ne m'oublie pas, » supplia-t-elle. Jeanne sourit. C'était le premier vrai sourire que la maisonnée lui voyait depuis 3 ans. « Comment pourrais-je t'oublier, Marianne? Tu as été la première à me voir vraiment. Pas comme une domestique, pas comme un problème à résoudre, comme une personne. » Madame Hélène s'avança en dernier. Elle tenait quelque chose dans ses mains. L'ancienne photographie de 1932, celle qui avait été prise le jour de l'arrivée de Jeanne. « Je veux que tu la gardes, » dit-elle d'une voix inhabituelle, « pour que tu te souviennes, non pas de cette maison ou de nous, mais de ta propre force, de ta dignité, de tout ce que tu as enduré et surmonté. » Jeanne prit la photographie et la regarda longuement. Elle se vit telle qu'elle était 3 ans auparavant. Jeune, effrayée, mais déjà avec ce regard ferme et douloureux. Tous les autres dans l'image évitaient son regard. Maintenant, elle comprenait pourquoi. Ils avaient peur. Peur de leur propre culpabilité. Peur de la vérité qu'elle représentait. Peur de devoir reconnaître que leur confort était construit sur l'injustice. « Merci », dit simplement Jeanne. Ce merci contenait beaucoup de choses, pas de la gratitude pour l'emploi ou le salaire, mais peut-être une reconnaissance que même dans les pires circonstances, il pouvait y avoir de la croissance, du changement, de l'apprentissage. Elle glissa la photographie dans son sac et franchit le portail pour la dernière fois. À Tours, Jeanne s'intégra rapidement à la coopérative textile. Elle découvrit qu'elle avait un talent naturel pour l'organisation et la gestion. En quelques années, elle devint contre-maîtresse, puis membre du conseil d'administration. Elle se maria en 1938 avec un ouvrier de la coopérative, un homme bon qui la respectait et l'admirait. Ils eurent 3 enfants. La vie n'était pas facile, surtout pendant les années de guerre qui suivirent, mais c'était une vie digne. Une vie qu'elle avait choisie, pas une vie imposée. Henri, son petit frère, devint mécanicien. Il se maria également et eut des enfants. Il ne retourna jamais travailler dans une usine textile. Les fantômes étaient trop présents. Mais il vécut bien. Et c'était ce que Jeanne avait toujours voulu pour lui. Marianne Beaumont devint enseignante. Elle quitta la maison familiale pour aller étudier à Paris, contre la volonté de sa mère. Elle enseigna l'histoire et la littérature pendant 40 ans. Et elle ne manqua jamais une occasion de parler à ses élèves de justice sociale, de dignité humaine et de la responsabilité des privilégiés envers les moins fortunés. Ses élèves ne comprenaient pas toujours d'où venait cette passion, mais Marianne savait. Elle l'avait apprise d'une jeune domestique qui lui avait montré ce que signifiait vraiment le courage. Paul prit la direction de ce qui restait de l'entreprise familiale, mais il la transforma complètement. Il introduisit des mesures de sécurité strictes, augmenta les salaires, créa un système d'assurance pour les travailleurs. Il ne pouvait pas ramener les 3 hommes morts en 1929, mais il pouvait s'assurer que d'autres ouvriers ne subiraient pas le même sort. Sa mère désapprouva ces changements coûteux, mais Paul tint bon. Il avait appris quelque chose cette nuit de décembre 1932, que le silence et la convenance avaient un prix beaucoup plus élevé que l'honnêteté et la justice. En 1989, Jeanne Roussel mourut à l'âge de 74 ans, entourée de ses 3 enfants et de ses 7 petits-enfants. Elle avait vécu une bonne vie, pas parfaite, pas facile, mais bonne, digne. Et c'était tout ce qu'elle avait jamais voulu. Quelques mois après sa mort, Marianne Beaumont, maintenant professeure retraitée de 82 ans, organisa un petit rassemblement dans son appartement parisien.
Elle avait invité les enfants et petits-enfants de Jeanne, ainsi que quelques anciens élèves qui étaient devenus des amis. Sur le mur de son salon, encadré simplement, était accrochée la photographie de 1932, celle que Madame Hélène avait donnée à Jeanne le jour de son départ. Marianne raconta l'histoire, toute l'histoire. L'accident de 1929, l'arrivée de Jeanne en 1932, les mois de silence et d'humiliation, la nuit du sauvetage, la transformation qui avait suivi. Elle parla pendant 1 heure, et personne ne l'interrompit. Quand elle termina, il y eut un long silence. Puis, l'une des petites filles de Jeanne, une jeune femme de 25 ans, s'approcha de la photographie. « C'est elle », demanda-t-elle en pointant la jeune fille à l'extrême droite de l'image. « Celle qui regarde de côté avec ce regard si intense ?»« Oui », répondit Marianne, « c'est elle, Jeanne Roussel, la fille d'un ouvrier mort dans notre usine. La femme qui m'a appris que la dignité n'a rien à voir avec le nom de famille ou la richesse, que le courage se trouve souvent là où on ne l'attend pas, et que la vraie grandeur n'est pas d'avoir du pouvoir, mais de faire ce qui est juste quand c'est difficile. » La petite fille observa longuement le visage de sa grand-mère sur cette vieille photographie. Elle vit ce que tout le monde voyait maintenant. Pas une domestique, pas une victime, mais une jeune femme avec un regard qui refusait d'être brisé. Un regard qui disait « Je sais qui je suis, et vous ne me ferez pas oublier. » Avant de partir, la petite fille demanda à Marianne « Pourquoi gardez-vous cette photo ici, dans votre maison? Pourquoi ne pas la donner à un musée ou à une exposition ?» Marianne sourit doucement. « Parce que Jeanne n'appartient pas à un musée, elle n'est pas une relique du passé, elle est un rappel vivant, pour moi et pour ceux qui viennent ici, que chaque personne que nous croisons porte une histoire, que ceux que nous choisissons d'ignorer, de sous-estimer ou de traiter comme invisibles peuvent être précisément ceux qui nous montreront ce que signifie vraiment être humain. Cette photo reste ici parce que c'est personnel, c'est ma leçon, mon rappel, ma dette envers une femme qui m'a appris à voir. » La petite fille de Jeanne comprit. Elle prit la main ridée de Marianne et la serra doucement. « Merci, » dit-elle. « Merci de l'avoir vue. Merci de vous souvenir. » Cette nuit-là, dans des appartements différents de Paris, 2 femmes pensèrent à la même photographie pour des raisons différentes. Marianne se souvint de la jeune fille courageuse qui avait bouleversé sa vie et lui avait appris ce qui comptait vraiment. Et la petite fille de Jeanne pensa à sa grand-mère, cette femme forte et douce qu'elle avait connue, et réalisa qu'elle ne connaissait qu'une partie de son histoire. La partie heureuse, stable, paisible. Mais il y avait eu tout un autre chapitre avant. Un chapitre de lutte, de dignité face à l'humiliation, de courage face à l'injustice. Et elle comprit quelque chose d'essentiel. L'histoire de sa grand-mère n'était pas une histoire de victimisation. C'était une histoire de survie, de résilience, de transformation. Jeanne n'avait pas cherché la vengeance. Elle n'avait pas cultivé la haine. Elle avait simplement refusé d'être brisée. Elle avait survécu, prospéré, et construit une vie digne sur les ruines d'une injustice qu'elle ne pouvait pas effacer, mais qu'elle avait refusé de laisser la définir. Dans cette photographie de 1932, capturée un jour d'été dans la cour d'une maison bourgeoise du Loir, il y a une leçon que chaque génération doit réapprendre, que la justice ne vient pas toujours des tribunaux, que la rédemption n'est pas toujours complète, mais que la dignité humaine, une fois reconnue et défendue, ne peut jamais être complètement effacée. Jeanne Roussel ne vengea jamais son père, mais elle prouva quelque chose de plus important, que la fille d'un ouvrier mort vaut autant que toute famille riche, que le silence peut être brisé, et que parfois le vrai courage consiste simplement à refuser de baisser les yeux. Au terme de cette histoire fictionnelle, il reste une vérité profonde. Parfois, la dignité se construit dans le silence, dans ces gestes que personne ne voit, mais qui changent pourtant des vies. L'histoire de Jeanne nous rappelle que la force ne naît pas du statut, mais du courage de rester debout quand tout pousse à se taire. Et si nous regardions un peu plus attentivement les personnes que nous avons tendance à ignorer, peut-être découvririons-nous des existences entières faites de combats, de courage et de lumière. En pensant à Jeanne, demandez-vous, qu'est-ce que le courage pour vous? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la dignité vous a marqué sans qu'il ne prononce un mot?
quel silence, dans votre propre histoire familiale, mériterait peut-être d'être enfin regardé en face. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires le mot « dignité » pour montrer que vous êtes resté jusqu'à la fin. Dites-nous aussi de quelle ville vous venez. Et si vous le souhaitez, partagez une vieille histoire familiale, un souvenir transmis par vos parents ou grands-parents, quelque chose de simple mais porteur de sens. Ces récits inspirent souvent nos prochaines vidéos, et nous vous remercions profondément pour cela. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche, de partager si cette histoire vous a touché, et de cliquer sur la vidéo suivante pour continuer ce voyage à travers les histoires humaines qui éclairent nos vies.